Avec ou sans parure, avec Naïma Mouadine. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de débat quotidien d'idées sur Lux Radio avec ou sans parure, c'est tous les jours. À 14h à Casablanca, ça se passe sur le 99.2 à Agadir, c'est sur le 102.4 au menu du débat du jour. C'est quoi être un bon manager en 2015 ? Comment a évolué le rôle du manager ces dernières années à l'étranger mais aussi au Maroc ? Un bon manager, est-ce que c'est celui qui s'est passé d'un management vertical au management horizontal ? Qu'est-ce qui différencie en définitive un bon manager d'un manager ordinaire ? Beaucoup d'autres questions que nous allons soulever avec nos invités. Eux aussi évidemment sont des boss, mais sont-ils des super boss ? Place donc tout de suite à nos invités. J'accueille tout d'abord pour en parler Mehdi Taktak, directeur général d'Univers Motors. Après des études à l'IET, vous faites une école d'ingénieur à Paris, votre diplôme en poche, vous intégrez Colgate-Palmolive en 1994, vous dirigez plusieurs départements dans différents pays, dont les États-Unis, le Venezuela, l'Algérie ou encore le Maroc. Vous opérez un changement radical dans votre parcours puisque vous passez du secteur de l'hygiène et de la cosmétique à l'automobile. Vous passez 4 années à la centrale automobile chérifienne. Après ce passage, vous rejoignez en 2011 Univers Motors, l'importateur et distributeur exclusif des marques Honda et Ferrari au Maroc. Mehdi Taktak, bonjour et bienvenue. Bonjour. On accueille également cet après-midi Reda Chahoud, cofondateur de Startupia, directeur de partenariat et relations publiques. Après des classes préparatoires à Strasbourg, vous démarrez une école d'ingénieur avant de vous diriger vers l'université avec l'espoir de suivre une formation en business. C'est là que vous découvrez l'entrepreneuriat, une passion vous cultivez à travers une auto-formation sur Internet et des cours d'entrepreneuriat à l'école de management de Strasbourg. Peu après, vous rentrez au Maroc où vous travaillez au sein d'un cabinet de conseil en business development. Pourtant, une seule ambition vous anime, c'est celle de créer votre propre entreprise. La première sera un organisme de soutien scolaire alternatif, une aventure qui va durer 2 ans. Vous allez gérer ensuite un incubateur de start-up. Le plus séduisant dans cette expérience, c'était de garder une certaine autonomie et de pouvoir vous affirmer sur le plan national et international. Vous découvrez une aptitude dans le domaine du mentoring et du conseil des entrepreneurs. Avec 2 associés, vous créez donc Startupia avec pour objectif d'augmenter le nombre d'entreprises créées par les jeunes et leur faciliter l'accès aux ressources, au savoir et à l'expérience. Reda Chahoud, bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être avec nous. On accueille aussi Mounia Benhida, directrice associée d'Optimum Conseil. Vous êtes également executive coach, spécialiste du coaching individuel des managers, des dirigeants et des équipes. Diplômé d'HEC Paris, de l'Université Paris 1 et de la Carnegie New York, vous disposez d'une expérience confirmée dans les domaines de l'éducation, des télécoms et du management. Vous avez occupé auparavant le poste de directrice d'HEM et chargée de mission auprès du directeur général de la NRT. Depuis 2007, vous êtes directrice associée au cabinet Optimum Conseil, un cabinet conseil indépendant spécialisé dans la conduite du changement. Et vous êtes en charge du pôle Executive Change dédié au développement et à l'accompagnement des dirigeants, des managers et des cadres. Mounia Benhida, merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Et doublement merci puisque vous êtes la seule femme sur le plateau aujourd'hui. Avec moi. Et on accueille aussi Leite Zniber, fondateur et président, directeur général de RNA for Impact. Après un double diplôme en finance et en gestion, en comportement organisationnel de la Stern School of Business à New York, vous démarrez votre carrière chez Deloitte Consulting, spécialisé en gouvernance et en réorganisation. Vous conduisez des projets de gouvernance pour de grandes multinationales américaines. Après l'étape New York, il y a eu une brève étape Pékin avant le retour au Maroc. Ça, c'était en 2006 où vous prenez la direction de Diana Holding, un grand groupe privé. Un groupe au sein duquel vous tentez une restructuration qui en améliorera la performance financière et la visibilité. Vous découvrez pendant la période Diana Holding, qui aura duré 7 ans quand même, le potentiel de l'approche sociale et économique intégrée pour les entreprises. Vous quittez l'entreprise pour lancer votre projet socio-économique. C'est donc RNA for Impact. C'est une entreprise que vous présentez comme une plateforme d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial qui valorise les modèles socio-économiques innovants et les entreprises à fort impact social et environnemental en Afrique. Et puis vous êtes aussi, on va le dire, un conférencier distingué. Vous êtes membre, entre autres, de l'association marocaine pour l'intelligence économique, l'AMI, et du bureau du conseil maroco-turc de la CGEM. Merci d'être avec nous, Leite Zniber. Merci à vous. Et enfin, on accueille Smaël Septi, directeur général de WB&C.
C'est donc Web, Buzz and Communities, lauréat de l'école supérieure d'ingénieurs en électronique et électrotechnique. Vous poursuivez à la Neoma Business School en France. Vous démarrez très tôt une carrière professionnelle dans le conseil en organisation. Vous travaillez auprès de plusieurs entreprises françaises. Vous avez vécu plus de 13 ans à l'étranger. Vous rentrez au Maroc où vous lancez donc Web, Buzz and Communities. C'est WBC, une agence digitale 100% intégrée, une agence de marketing digital donc qui accompagne les entreprises dans une démarche web qui leur permet de profiter des multiples potentiels d'Internet et des réseaux sociaux. Et vous avez une réelle passion pour l'enseignement. Vous formez d'ailleurs au Maroc et en France au marketing digital et au management des systèmes d'information. Et puis en ce moment, vous suivez une formation pour devenir manager coach. Smaël Sebti, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Voilà pour les invités. Tout de suite, c'est l'édito. On écoute et on revient tout de suite après pour la réaction. C'est quoi être un bon manager en 2015 ? Il va sans dire que les managers d'hier n'ont plus rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Dans la majeure partie des pays du monde, nous sommes passés de l'ère du manager tout-puissant au manager qui collabore. Mais qu'en est-il chez nous ? Sommes-nous conscients qu'un bon manager en 2015, c'est un boss qui donne du sens plutôt que des ordres ? Comment a évolué le rôle de manager ces dernières années ? Est-on vraiment passé du management vertical au management horizontal ? Qu'est-ce que le management au XXIe siècle ? Que sont devenus la motivation, l'énergie, le désir et l'autonomie aujourd'hui ? Le super boss, c'est ce manager qui sait mettre en confiance ses collaborateurs, instaure un véritable esprit d'équipe et dit stop à la culture de l'urgence. Il fait tout ça à la fois, mais surtout il fait confiance au collectif, pour de vrai. La question se poserait avec plus d'acuité en ces termes. Finalement, qu'est-ce qui différencie un bon manager d'un manager ordinaire ? Parce que donner des ordres pour affirmer son autorité et montrer à tout le monde qu'on est le boss, ça, non seulement on sait faire, mais surtout, c'est bel et bien une vision dépassée du management. Quels sont les écueils à éviter, ceux dans lesquels tombe la grande majorité des managers et qui ont pour résultat direct que les salariés ne soient pas satisfaits de leur boss ? Le management à l'anglo-saxonne est-il la solution ? Dans quelle mesure tranche-t-il avec la manière de gérer à la française ? Et vous, quel manager êtes-vous ? Avec ou sans parure. le débat est ouvert. Voilà pour l'édito, Ladies Nibble. Je rappelle que vous êtes fondateur et président directeur général d'Eréné for Impact. L'édito, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et d'ailleurs, quel manager êtes-vous ? Quel manager pensez-vous être, en tout cas ? Je pense que globalement, ce qui a été dit, effectivement, couvre un peu les grandes tendances aujourd'hui où on voit la notion d'engagement, donner du sens, de confiance. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la notion de management à l'anglo-saxonne. Je pense qu'on peut être un très mauvais manager dans un environnement anglo-saxon et un très bon manager dans un environnement francophone. L'idée ici, c'est effectivement que le manager passe d'une figure d'autorité à une figure qui est beaucoup plus en support de ses équipes. Et je pense que c'est là le point majeur de la transformation des modèles organisationnels d'aujourd'hui, par les évolutions. Et vous pensez que cette évolution, on l'a opérée ici au Maroc ? On va y venir, hein, mais est-ce que, voilà, pour un... On n'a pas le choix que d'y venir. Je pense qu'on n'y est pas encore passé. Le fait qu'on ait cette conversation fait qu'aujourd'hui, il y a cette ouverture, on a cette compréhension, mais malheureusement, voilà, je pense qu'on le simplifie à dire oui, on va faire un management à l'anglo-saxonne, donc on est cool, on va s'appeler par son prénom. Mais c'est pas ça, être un manager qui sait construire la confiance, justement. La confiance, c'est quelque chose qui se construit au quotidien. Et c'est pas quelque chose qui se met sur un joli morceau de papier et qu'on affiche sur un mur, qui est un peu plus la tendance qu'on a l'impression de voir aujourd'hui. D'accord. Smaël Sebti, directeur général de WBC, oui. Web, Buzz and Communities. Même question par rapport à l'édito. Écoutez, j'aimerais partager avec vous mon expérience en tant que manager. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 25 personnes. C'est des vrais enjeux de management au quotidien. La question que vous posez dans cet édito, qui est de savoir est-ce qu'il y a un management à l'anglo-saxonne ou un management francophone. C'est surtout, oui, voilà, c'est quoi être un bon manager aujourd'hui ? Une question a été évoquée qui est très juste, c'est la question de donner du sens, c'est la question des enjeux personnels, des enjeux collectifs. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, c'est notre équipe. C'est-à-dire que nous fonctionnons beaucoup en logique d'équipe. Quand nous recrutons quelqu'un, nous interrogeons systématiquement est-ce que c'est quelqu'un qui va s'intégrer dans l'équipe. Et c'est un leitmotiv pour nous que de créer une vraie dynamique de fonctionnement collectif et de créer une intelligence collective au sein de l'équipe pour qu'on arrive à dépasser la somme des intelligences individuelles. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on travaille au quotidien. Je suis un membre de l'équipe.
à part entière. Alors j'ai une position, disons, particulière dans cette équipe, mais j'essaye de la gommer au maximum. Alors évidemment, il faut que je la rappelle de temps en temps, mais au quotidien, c'est un vrai fonctionnement collectif que l'on essaye de mettre en place au sein de WVP. Mounia Benhida, spécialiste du coaching, directrice associée d'Optimum Conseil. Est-ce que vous aussi, vous pensez que miser sur l'esprit d'équipe, ça doit être une priorité pour un manager? Ça devient une finalité en fait pour un manager. Je pense qu'aujourd'hui, la priorité d'un manager, je rejoins les deux précédents intervenants, c'est de donner du sens. Aujourd'hui, les managers repensent en fait le changement d'organisation, se disent comment on doit changer l'organisation, avoir une organisation qui a évolué, qui s'adapte aujourd'hui aux différents enjeux. Le questionnement se pose, celui quand je coach des dirigeants, effectivement, que je les accompagne sur des missions diverses, c'est comment opérer les changements humains. Certes, il y a le manager qui doit changer d'état d'esprit, de vision, qui doit avoir cette culture-là, mais ensuite, comment s'assurer que cette culture va être partagée, comment donner ce sens à tout le monde. D'accord. Comment communiquer justement cette culture que l'on a acquise. Mehdi Taktak, directeur général d'Univers Motors, toujours par rapport à l'édito. Ok, donc moi ça fait une vingtaine d'années déjà que je travaille, donc j'ai pu voir un petit peu l'évolution de ces styles de management. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais la difficulté c'est qu'il n'y a pas que les managers, il y a surtout les managers. Et il faut que cette transition se fasse en haut et en bas. Parce qu'on peut très bien avoir de bonnes idées, vouloir mettre en place des choses, mais si jamais les managers ne sont pas dans la boucle, on ne va pas atteindre nos objectifs. On va y venir à cette question des managers, ou ce que certains appellent collaborateurs, et d'autres managers appellent salariés ou employés. D'ailleurs, on va voir comment se fait l'utilisation des termes à chaque fois. Reda Chaoud, pour terminer le tour de table, cofondateur de Startupia. Alors pour moi, je crois que j'ai eu la chance d'évoluer plus dans des PME que dans des grosses machines multinationales, etc. Et ça m'a plus donné cet esprit comment dire, ce rapprochement avec le top management, etc. dans les entreprises dans lesquelles j'ai évolué. Maintenant, dans mon expérience, évidemment, ça m'a influencé par rapport à Startupia ou même avant Atom, la petite startup que j'avais créée. Ça m'a permis en fait de me rapprocher des équipes et du coup je rejoins Smile Septi dans le sens où il y a plus une intelligence collective, donc il va falloir mettre en place je suis le leader, oui, donc il y a un certain nombre de règles, etc. Mais je suis plus le garant de cette culture, je suis plus le garant d'un fonctionnement interne pour que les choses soient fluides, etc. Donc je suis plus partisan de ça. Alors maintenant, est-ce qu'on va l'appeler du management à l'anglo-saxonne et on va le différencier du management francophone? Je ne pense pas, je crois que on essaye juste de donner des... On va y venir à cette distinction, si distinction il y a. Et puis vous avez aussi utilisé le mot leader. On va voir si est-ce qu'un leader, c'est aussi un manager. Est-ce que c'est la même chose? On va y revenir à ça. Mais d'abord, une première question. C'est quoi un manager pour vous, Mounia Benhida, directrice associée d'Optimum Conseil? Quel est le b.a.-ba de la mission d'un manager? Vaste question. Vous qui avez affaire à des managers tous les jours. Quelle est la mission tout au long de la journée? Manager? Je pense que la première mission en fait d'un manager, c'est de donner une visibilité, montrer le cap. Aujourd'hui, les équipes, qu'on les appelle collaborateurs, qu'on les appelle managers ou autres, ont besoin de savoir vers où ils vont aller. Un manager, sa responsabilité, sa mission, c'est de s'assurer que chaque membre de l'équipe sait concrètement quel est son rôle, quelle est sa contribution. D'accord. Donc vous misez aussi donc sur une certaine capacité à communiquer de la part du manager. Je pense que c'est une des activités essentielles et là je partage avec les personnes qui sont là, qui sont dirigeantes d'entreprise, le temps dédié à l'échange, à créer des synergies, à communiquer est un temps très précieux qui permet de gagner du temps sur d'autres problématiques. Voilà. Mehdi Taktak, directeur général d'Univers Motors, vous êtes d'accord avec Mounia Benhida? Est-ce que un manager, la priorité de sa mission, c'est montrer le cap et donner de la visibilité? Je me rends compte. Est-ce que c'est d'abord ça? Il y a de ça, parce que je me rends compte régulièrement que en fait les collaborateurs donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils savent où est-ce qu'ils vont, quelles sont leurs missions, précisément quels sont leurs rôles et responsabilités dans l'entreprise, mais aussi le manager doit être une sorte de leader, de chef d'équipe pour pouvoir tirer le maximum de ses équipes. Parce qu'il peut donner des objectifs, mais être un petit peu distant, et ses équipes ne vont pas vraiment donner le maximum d'eux-mêmes pour travailler avec lui. Lady Nieber, par rapport à la mission du manager,
Je rappelle que vous êtes fondateur et PDG d'Eréné for Impact. Alors, je partage en partie, effectivement, mais pour moi, à la fin, un manager, il faut pas oublier quelque chose, il est là pour produire. Son équipe est là pour produire. Et effectivement, la meilleure manière dont il pourra produire, c'est d'organiser. Et pour moi, organiser, ça inclut la notion de donner de la visibilité, mais c'est surtout une notion d'organisation, de dire à chacun ce qu'il doit faire, où sont les ressources, et s'assurer que le travail est fait. Donc pour vous, un manager, c'est d'abord quelqu'un qui doit organiser. C'est un chef d'orchestre. Et il y a aussi la notion de contrôle. Oui, alors c'est la notion de contrôle, c'est-à-dire de maîtrise. C'est-à-dire que ce que je n'aime pas avec le mot contrôle, c'est que très souvent, on l'associe avec une notion, on va dire, d'autorité. Le contrôle, c'est une notion de visibilité. C'est de savoir ce qui s'est fait pour savoir comment est-ce qu'on peut réorienter ou renforcer le travail fait. Donc pour moi, le premier travail, effectivement, c'est ce travail d'organisateur, de chef d'orchestre, avec tout ce que ça inclut à l'intérieur. Et le deuxième, et je crois que ça c'est la grande tendance d'aujourd'hui, de par l'évolution des attentes salariales, de par le fait qu'on est dans l'économie de la connaissance, etc., c'est un développeur de compétences humaines. Je crois qu'un manager, pour qu'il puisse mériter le titre de manager, est avant tout aussi un développeur de compétences humaines et pas simplement un producteur par rapport à sa ligne de métier X ou Y. D'accord, donc on va revenir à cette notion de producteur, comme vous dites, développeur surtout de compétences humaines. Reda Chahoud, cofondateur de Startupia. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de leader. On peut quand même différencier la notion de leader et la notion de manager. C'est pas pareil. Est-ce qu'un bon manager aujourd'hui se doit d'être aussi un bon leader? Est-ce que finalement c'est les deux côtés d'une même pièce? Est-ce qu'on peut être leader sans être manager ou leader sans être manager ou manager sans être leader? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement être les deux? Pour moi, je vais répondre très clairement. Pour moi, il faut les deux. Mais je pars du coup du monde des startups, parce que quand on démarre une entreprise naissante et elle est un état embryonnaire, etc. Et elle valide son modèle et elle a envie de se développer. À un certain moment, quand elle voudra recruter, il va falloir qu'elle recrute des talents. Et à ce moment-là, il va falloir convaincre ces talents-là de faire partie et après les soutenir dans leur processus de développement et donc du coup il y a cette notion-là de soutien aussi. Donc pour moi c'est clair, il faut les deux. Il faut être un leader, il faut inspirer, il faut donner de la visibilité, il faut mettre en confiance ses équipes et en même temps veiller à cette notion de contrôle. Et j'adore comment Leïd Znebar l'a surligné, c'est que le contrôle n'est pas, c'est plus dans l'organisation et c'est pas forcément dans le. Oui, c'est pas dans l'autorité, parce que l'autorité, c'est clair que de temps en temps, il en faut un petit peu. C'est pas de la surveillance ou du flicage, oui, c'est ça que vous voulez dire. Absolument, mais c'est plus dans une optique de production. D'accord. Smaïl Sebti, DG de WBC, la notion de leader est-ce qu'on doit être forcément un leader pour être un bon manager? Je pense que pour tirer la quintessence d'une équipe, le leadership était quelque chose d'indispensable. De la même manière. Parce que finalement, le manager, c'est une fonction qui a été institutionnalisée dans l'entreprise, et le leader, c'est quelque chose que reconnaissent les collaborateurs sans avoir été institutionnalisé. C'est une compétence qu'on reconnaît à une certaine personne, mais qui n'est pas forcément manager. C'est ça le leader. Je vais réagir sur ce que vous voulez dire. Tout à l'heure, vous avez posé la question de dire est-ce qu'on est leader et manager ou manager et leader. Je pense qu'il y a deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont pas. On peut être un leader dans une équipe sans être un manager. Et j'ai à l'esprit des gens dans mon équipe qui sont des leaders techniques, des leaders humains, des leaders disons sociaux dans l'équipe, mais qui ne sont pas des managers au sein de l'équipe, qui sont au même niveau, qui sont les pairs des autres, mais qui ont une forme de leadership sur l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose qui est complémentaire Par contre, pour être un bon manager, il me paraît indispensable d'avoir un certain niveau de leadership. Et pour accompagner le développement d'une équipe, et il y a des stades de développement de l'équipe, et ça, c'est des choses que l'on voit dans les méthodes de management. Dans les méthodes de management, il y a aussi une évolution du manager vers un statut de leader et vers un niveau de leadership. Et on a parlé de contrôle, on a parlé de processus. Ça fait partie des choses qui font développer un leader, d'être en mesure d'accepter un feedback, de
mettre en place les procédures pour pouvoir recevoir ce feedback, et c'est quelque chose qui est indispensable. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je plais à dire au sein de mes équipes, c'est ma porte est toujours ouverte, sauf quand elle est fermée, mais ça c'est rarissime. Et qui peuvent venir me voir pour n'importe quelle chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la communication, vous avez posé la question de la communication tout à l'heure, c'est central dans le rôle d'un manager. C'est sans écoute, sans avoir une écoute ouverte et sans avoir une communication avec ses équipes, je pense qu'il est très très difficile de réussir à en tirer le... Alors on va revenir à la recette qui permet d'obtenir un bon manager. On a parlé de pas mal de compétences organisationnelles, des compétences en termes de communication. Il y a aussi la notion de contrôle, on va y revenir à ça. Mais d'abord, finalement, c'est quoi être un bon manager aujourd'hui en 2015, Mounia Benhida, spécialiste du coaching? Je pense qu'un bon manager, c'est celui qui a aussi cette capacité effectivement à se remettre en question. Je rejoins ce que vous disiez, dans le sens où il doit effectivement lui-même être en perpétuelle remise en question pour avancer, pour pouvoir faire avancer ses équipes. Mais quelqu'un qui se remet tout le temps en question, est-ce que c'est pas un signe, ça peut pas être pris comme un signe de faiblesse par les collaborateurs? Je pense qu'il y a des remises en question qui peuvent être partagées avec l'équipe sur un sens, sur une orientation qu'on veut donner à l'entreprise. Maintenant, ce travail de remise en question, de réflexion, peut se faire dans différents cadres. Il se fait dans un cadre d'accompagnement, de coaching, effectivement. Il peut se faire dans le cadre d'un comité de direction, d'un échange qui peut arriver. Mais la remise en question peut être un processus constructif, en fait, pour pouvoir avancer et évoluer. Lady Nieber, PDG d'Erene for Impact, la remise en question, c'est quelque chose, vous, que vous pratiquez tous les jours, ou comment ça se passe? Est-ce que vous vous remettez en question? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose d'assez risqué? Non, au contraire. Alors, juste avant de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir sur la notion de leadership et de management. Parce que finalement, le leader est devenu un mot dans lequel on met tout et n'importe quoi. Et je crois qu'il faut peut-être recadrer un petit peu ce qu'on entend par leader. Alors, on parle souvent de leaders visionnaires, les gens qui ont une vision absolument exceptionnelle, qui arrivent à engager les gens. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le leadership opérationnel. Et je pense qu'effectivement, un manager, selon le degré de responsabilité qu'il veut atteindre, a besoin surtout de ce leadership opérationnel. Donc, ça veut dire de savoir engager les gens, mais dans leur travail. Ensuite, le leadership visionnaire est quelque chose de positif, mais pour un dirigeant, et quelque chose de nécessaire pour un haut dirigeant. Mais je pense qu'il faut ensuite savoir faire la différence et bien se poser la question de qu'est-ce qu'on entend par leadership. C'est un peu comme le mot stratégie, finalement, on le met à toutes les sauces. Alors maintenant, pour revenir à la question de la remise en question, oui, je pense que la remise en question est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose que je pratique énormément à titre personnel, je veux dire en tant que manager, mais aussi en tant que dirigeant, c'est-à-dire la remise en question de ce qu'on fait dans notre métier. Par contre, il faut faire attention, c'est comme toute chose, l'excès est mauvais. Il s'agit de trouver un équilibre. Si vous êtes tous les jours en train de vous remettre en question votre business model, c'est que vous n'avez pas un business model. C'est que si vous êtes en train de vous remettre en question tous les jours à titre personnel, c'est que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. À ce moment-là, peut-être prenez un break, comprenez ce que vous êtes en train de faire et ensuite avancez. Par contre, oui, de l'institutionnaliser de manière à ce que ça devienne un exercice qui ne soit pas qu'un exercice personnel, parce que je partage tout à fait ce que Mounia a dit tout à l'heure, c'est que si c'est un exercice qui se partage parfois avec son équipe, parfois avec des personnes extérieures, parfois avec des gens proches, c'est quelque chose d'essentiel parce que nous sommes dans un environnement qui change tellement vite que si on n'est pas capable de se remettre en question pour s'adapter, c'est un processus d'adaptation, c'est un processus de survie aujourd'hui, la remise en question. Donc c'est quelque chose qui pour moi est absolument fondamental à la dynamique. Mounia Benhida. Oui. Effectivement, je rejoins ce que dit Leït. Cette remise en question, ce n'est pas à chaque instant remettre en question notre stratégie, vers où on va, vers quoi on va. C'est par moments savoir s'accorder des temps de réflexion, de prise de recul sur ces démarches, parce que l'environnement change, l'organisation bouge, la concurrence, tous les facteurs qui vont avoir un impact direct ou indirect sur l'entreprise. L'entreprise est certes constituée effectivement d'un ensemble de process et autres, mais je pense que le plus important, c'est le capital humain, cet actif immatériel. Et juste avant de céder la parole à quelqu'un d'autre, ce qui est très important dans cette remise en question qui se fait collectivement, parce qu'il y a un autre acteur qui est important aux côtés d'un dirigeant ou d'un manager, ce sont ces managers directs. Les managers intermédiaires, ceux qui vont faire en fait le relais, la courroie de transmission, parce qu'on peut avoir un dirigeant qui a cette vision-là, qui se remet en question, des collaborateurs qui sont avides de porter, de contribuer effectivement à la réussite de l'entreprise. Finalement, il n'y a pas les vecteurs. S'il n'y a pas effectivement toutes les lignes managériales ne sont pas mobilisées, c'est peine perdue.
Alors, Mehdi Taktak, DG d'Univers Motors, on est en train là de commencer à évoquer les qualités d'un bon manager. C'est quoi être un bon manager en 2015 ? On a évoqué le contrôle, finalement l'autocritique. Quand vous parlez de prendre du recul et de se remettre en question, c'est quelque part une forme d'autocritique. Donc on parle d'encadrement, de communication. Quelle est la recette de ces managers qui réussissent dans leur mission ? Pour moi, effectivement, depuis tout à l'heure, il y a une petite confusion entre dirigeant et manager. Alors ça dépend de quelle position manager, on est dans la hiérarchie. Donc, est-ce qu'on est tout en haut de la hiérarchie, au milieu ? Et donc ça, il faut qu'on soit clair. Disons, pour les personnes qui sont plutôt en haut de la hiérarchie ou bien dans un comité de direction. Là, on est en train de parler du top management. Voilà. Donc déjà, c'est plus, il faut préciser. On va évoquer ensuite clair. la mission des managers intermédiaires avec une ou deux questions, mais finalement, là, on parle vraiment du boss, le super boss. Donc déjà, il faut savoir où il va, où ce boss va. Il faut qu'il ait les idées claires. Il faut que ces idées claires, il les partage avec ses collaborateurs ou son comité de direction. Il faut qu'il les communique clairement et régulièrement. Il faut qu'il motive ses équipes pour que ces équipes puissent donner le maximum d'eux-mêmes. Il faut qu'il donne l'exemple, parce que juste donner des objectifs et rester dans sa tour d'ivoire, ça ne permet pas d'avancer. Donc il faut qu'il donne l'exemple pour que les personnes disent voilà, le boss bosse, alors on va bosser autant que le boss. Et surtout, il faut être ouvert et proche, mais pas trop. Ça fait un peu beaucoup tout ça pour un manager. C'est notre quotidien. Il a le temps de faire je pense que tout ce que disent depuis tout à l'heure Leit, Mounia, Ismaël et Reda, c'est la même chose. Pas un peu une casquette de super-héros, justement, d'avoir toutes ces qualités, Mounia Benhida? Je pense qu'il y a aussi comme le disait effectivement, c'est le quotidien de chacun, avec une casquette qui est importante aussi. Parce qu'on n'est pas uniquement dans du management participatif et de proximité, parce que sinon on oublie la prod, on oublie les résultats. Un manager, un dirigeant aussi aujourd'hui a cette capacité à prendre des décisions, à trancher et à diriger. On peut être à un moment donné dans le partage, certes, mais à un moment donné, on donne des orientations et on s'assure ensuite que les équipes peuvent s'aligner derrière ces orientations. Et les collaborateurs sont demandeurs de ces décisions, justement, parce que souvent, ils ne veulent pas prendre les décisions, ils attendent que quelqu'un les prenne et que quelqu'un tranche. Donc on est là pour ça. D'accord. Lady Nieber, fondateur et PDG d'Erene for Impact. Oui, justement, vous disiez que ça faisait un peu beaucoup. Effectivement, ça fait beaucoup. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être Superman ou d'être parfait ou autre. Mais il ne faut pas oublier qu'un dirigeant, à la fin, si c'est un bon dirigeant, aura su s'entourer de personnes qui vont compléter. C'est pour ça qu'à la limite, personnellement, si je devais donner 2 qualités essentielles, d'un manager d'ailleurs, quel qu'il soit, dirigeant ou manager intermédiaire, la première, c'est effectivement c'est la notion d'exemplarité. Parce que si on n'est pas cohérent avec ce qu'on dit, en fait, ça ne marche pas, d'abord. Et le deuxième, c'est cette notion d'humilité, celle dont on parlait tout à l'heure. Parce que si on a ces 2 composantes-là, on arrive à écouter. Je pensais que vous alliez parler plutôt de capacité de déléguer. Alors, je pensais que vous alliez parler de ça. La capacité déléguée, pour moi, je la mets dans la notion d'organiser, comme je disais tout à l'heure, parce que si on parle d'organisation, on parle donc de délégation de pouvoir, de responsabilité, etc. Donc, pour moi, c'est un tout. En revanche, quand je parle de qualité personnelle, individuelle, on va dire intrinsèque, il y a pour moi cette notion, effectivement, de cohérence, d'exemplarité et d'exemplarité visible, parce que ça ne sert à rien d'être exemplaire si on ne vous voit pas, mais vraiment cette notion d'humilité. Parce qu'on est une équipe, alors potentiellement... je veux dire n'importe quoi, moi je suis très très bon en organisation, vous êtes très très bonne à l'écoute des gens, eh bien vous allez m'aider à compléter ma faiblesse et moi je vais vous aider à compléter votre faiblesse. D'accord. Et c'est là où justement le management d'aujourd'hui fait qu'on commence non seulement à attendre de nos pairs, je veux dire en tant que manager, mais aussi finalement de déléguer un petit peu cette responsabilité au sein de son équipe. C'est d'être en capacité d'écouter son équipe quand quelqu'un vous dit « Excuse-moi, Laïc, mais tu déconnes ». Mais est-ce que ce dont on est en train de parler tout à l'heure, Mehdi Taktak disait qu'il fallait différencier le top management et les managers intermédiaires. Est-ce que finalement, toutes ces qualités dont on est en train de parler, dont doit faire preuve un top manager, un super boss, est-ce que ce n'est pas des qualités qui doivent aussi, que doit aussi avoir un manager intermédiaire, puisqu'il est en confrontation directe avec les autres collaborateurs. Smaïl Septi, DG de WBC. Un manager est quelqu'un qui va progresser. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de quel que soit le moment où il va rentrer dans la vie, dans la vie en tant que devenir manager, il va progresser en tant que manager
Et ces qualités, ces savoir-faire et ces savoir-être, il va les acquérir et il va les développer au fur et à mesure du temps. Un manager intermédiaire va démarrer avec un certain nombre de qualités personnelles, de qualités acquises, et je pense qu'un rôle d'un bon manager et d'un bon top manager, c'est de savoir accompagner ses équipes pour les mener vers ces capacités-là, et de savoir former les gens, pas uniquement d'un point de vue opérationnel, mais aussi d'un point de vue de management. Dans ma carrière, par le passé, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil, et c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de la façon dont les cabinets sont organisés. C'est-à-dire qu'on va accompagner les gens pour leur donner des capacités opérationnelles, pour leur apprendre à être des bons consultants, mais on va aussi leur apprendre à devenir des bons managers. Et ça fait partie du parcours d'évolution des équipes. Vous êtes évalué et sur vos capacités à produire et à comprendre la problématique de votre client, et sur votre capacité à encadrer des gens dans les équipes. Reda Chahoud, cofondateur de Startopia, est-ce qu'à votre avis, pour bien manager, on doit maîtriser différentes disciplines? Est-ce que finalement un bon manager, c'est aussi un touche-à-tout? C'est quelqu'un qui s'y connaît en marketing, qui s'y connaît en compta, qui s'y connaît en publicité, en RH. On doit être un peu touche-à-tout? Parfois, on est obligé d'être multidisciplinaire, on va dire. Mais je vais encore reprendre mon cas. Je vais dire, moi, par exemple, je suis bon dans un certain nombre d'aspects business. Du coup, je vais faire appel pour pouvoir cofonder Startopia. Je vais faire appel à d'autres personnes qui ont d'autres compétences où moi, elles me font défaut. Donc, pour moi, non. En fait, un bon manager, il n'est pas forcément le super héros qui développe un certain potentiel multidisciplinaire et qui couvre tous les champs disciplinaires. Pas du tout. En fait, un super boss, c'est quelqu'un qui s'est inspiré, qui sait aussi s'appuyer sur les qualités de ses associés ou de ses collaborateurs pour pouvoir justement mener à bien la vision de la boîte et réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser, quoi. Vas-y, tac, DG d'Univers Motors, vous êtes d'accord? Ou est-ce que pour vous, un très bon manager, c'est aussi quelqu'un qui touche à tout? Il vaut mieux toucher à tout. Parce que, comme disait Mounia tout à l'heure, on doit prendre des décisions. Et quand on doit prendre des décisions, il faut savoir de quoi on parle. Mais en même temps, comme dit Reda justement, il faut qu'on soit bien entouré parce qu'on ne peut pas être parfait dans tous les domaines de compétences. Et donc, des fois, qu'on a besoin d'être bien entouré et que quand les personnes qui nous entourent nous donnent les éléments pour décider, on décide avec plus de bon sens que de compétences. Et du coup, Lady Niver, c'est là qu'intervient cette capacité à l'humilité, cette notion d'humilité. Tout à fait. Alors, pour revenir à cette notion-là, effectivement, si on n'a pas l'humilité pour savoir déjà reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on va donc chercher la bonne compétence là où elle est, mais je pense aussi qu'il faut faire la différence entre des entreprises à différents stades de leur vie. Un entrepreneur, il est seul, ou il va être avec 2-3 associés. Il vaut mieux pour lui ou pour elle d'avoir un minimum de notion des différents éléments, parce que sinon, finalement, ils vont se faire arnaquer un peu à tour de bras. Plus on grandit, plus on a les moyens de pouvoir s'entourer de l'expertise dont on a besoin. Et je crois que là, c'est quelque chose qui est très différent. Vous imaginez bien que si vous êtes le directeur de General Electric, vous n'allez pas être un expert dans tous les domaines d'ingénierie de cette entreprise. Mais là, vous avez les moyens de vous entourer des systèmes, des personnes nécessaires. Quand vous êtes une entreprise à 3 personnes et votre budget salarial, c'est 500 000 dirhams, vous ne pouvez pas. Donc, avoir au moins des notions, à mon avis, est important. Mounia Benhida, spécialiste en coaching. Je pense qu'effectivement, il faut faire la part des choses entre la maturité de l'entreprise, son histoire, sa taille. Il y a aussi la maturité du manager dans son évolution, dans son parcours. Arriver à un certain stade avec la taille des équipes, je pense que l'enjeu, ce n'est pas de savoir tout faire. C'est d'avoir l'information, savoir s'entourer, mettre en place les dispositifs, la confiance nécessaire pour avoir la bonne information au bon moment. D'accord. Smaïl Sebti, directeur général de WBC. Vous voulez réagir là-dessus? Sur la question de tout savoir et d'avoir un peu touche à tout, voilà. Touche à tout et omniscient. J'ai la chance d'entreprendre avec 2 associés et c'est quelque chose qui est et quand je parle de chance, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des gens avec qui vous pouvez tout ouvrir, tout échanger.
On a parlé d'humilité tout à l'heure. Au-delà d'humilité, il y a aussi vous passez par des moments compliqués, surtout quand vous êtes entrepreneur. Vous passez par des moments difficiles. Et d'avoir des gens avec qui vous pouvez partager, pouvoir échanger, vous pouvez poser les réflexions et repenser vos business models, repenser les décisions stratégiques, c'est quelque chose qui est indispensable. Et effectivement, l'humilité, c'est quelque chose d'indispensable. Parce que si vous n'êtes pas humble quand vous créez votre entreprise, il y a de fortes chances que ce soit votre ego qui vous tue plus que le marché. D'accord. Mounia Melhida, vous êtes aussi directrice associée d'Optimum Conseil. Comment a évolué le rôle du manager ces dernières années, puisque vous avez affaire à des managers dans votre activité? Est-ce qu'on est vraiment passé, je parle du Maroc, du management vertical au management horizontal? Est-ce qu'on est passé de ce management où finalement c'était la hiérarchie qui comptait, avec un manager, un boss qui s'adressait à ses employés et à ses salariés, au manager qui s'adresse aujourd'hui à ses collaborateurs, à ses associés? Il y a une évolution. Certains groupes marocains, entre autres, ont connu cette évolution. Parce que Lady Nibble disait qu'a priori non. On y viendra à votre réponse. Certains groupes, nous sommes encore, on le voit dans la plupart des entreprises, sur des organisations qui sont figées. Et aujourd'hui... C'est vrai, par exemple, dans quel domaine d'activité? Est-ce qu'on a des domaines d'activité où, voilà, comme vous disiez... Je peux vous le dire, dans tous les domaines d'activité, vous allez le trouver. Ce n'est pas une question, en fait, de domaine d'activité. D'accord. Ce n'est pas une question de taille. Ça dépendra de la vision du dirigeant. Donc c'est unique, ça dépend uniquement de la vision du manager. J'ai un client, par éthique, je ne citerai pas son nom. Évidemment non. Qui effectivement est parti d'un groupe familial, d'un projet d'une vision familiale, aujourd'hui qui sont dans des pratiques de management qui sont responsabilisantes, à s'assurer effectivement qu'à toutes les échelles de l'entreprise, aujourd'hui, chacun concrètement a sa part de responsabilité. Mais c'est venu le jour où il y a eu la prise de conscience des dirigeants qui ont fait évoluer leur organisation, effectivement moderniser avec tous les outils auxquels on peut penser, mettre en place des processus de délégation, enfin tout ce que les consultants ici, qui ont été consultants, peuvent reconnaître, mais à un moment donné de se dire, très bien, c'est bien beau, on a une très belle organisation, on a des descriptifs de postes, on a tous les outils nécessaires. Si notre capital humain, si les hommes et les femmes qui sont dans l'entreprise ne peuvent pas eux aussi bouger, évoluer, c'est pas possible. D'accord. Donc ça, c'est la première étape. Mais ils se sont dit ensuite, si nous, top management, nous évoluons pas dans notre posture, si nous ne laissons pas de la place à nos managers directs qui eux-mêmes doivent laisser de la place à leurs collaborateurs directs, ça ne pourra pas bouger. Et est-ce que de toute façon, il faut, pour la bonne marche de l'entreprise, il faut passer justement à ce type de management à l'horizontale? Je pense aujourd'hui plus que jamais, effectivement, il faut que chaque entreprise trouve le modèle organisationnel et managérial qui soit adapté à son identité aussi, à son histoire. Il y a de très belles histoires dans ce sens-là. Tenir compte aussi comment évolue son marché, sa concurrence, et aussi quelles sont les attentes des collaborateurs. Il n'y a pas un modèle qui est figé pour moi. Lady Nibble, fondateur et PDG de RNA for Impact. On le disait tout à l'heure, pour vous, au Maroc, finalement, ça n'a pas vraiment évolué, cette fonction de manager, à part quelques exceptions. Alors oui, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience, mais qu'entre la prise de conscience et la mise en œuvre, on n'y est pas encore. Par contre, je partage tout à fait ce que disait Mounia tout à l'heure, où il y a de beaux exemples dans toutes les industries qui sont en fait... qui n'est pas simplement une résultante de volonté. Je pense qu'il y a effectivement la volonté du dirigeant. Si elle n'est pas là, en fait, il n'y aura rien, soyons honnêtes. Mais il y a ensuite, ce qu'on disait tout à l'heure, non pas ce que vont faire les managers ou les collaborateurs, ou comment on veut les appeler, mais cette notion d'avoir bien travaillé sa conduite du changement. On ne peut pas passer d'un système autoritaire à un système de management participatif du jour au lendemain. Vous devez recréer d'abord des habitudes, ce qui est extrêmement difficile. Vous devez recréer de la confiance, ce qui implique justement ce qu'on disait tout à l'heure, la notion d'exemplarité, et ainsi de suite. Donc je pense qu'ensuite... Il y a aussi la capacité d'adhésion, finalement, vous disiez tout à l'heure, des managers, des collaborateurs. Dans l'adhésion, je crois que, vous savez, c'est la fameuse courbe de la diffusion. Il faut en général que vous ayez à peu près les 15% les premiers, et ensuite tout le monde sort. Il y aura toujours des gens qui ne voudront pas, et par contre, il faut savoir les reconnaître et accepter qu'ils ne sont plus adaptés à la réalité. Je pense qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, comme on dit. Et quelquefois, on a l'impression que non, c'est pas bien. Alors c'est ça qui est en fait un peu marrant au Maroc. C'est qu'on a encore une culture de l'autorité.
et donc qui n'est pas responsabilisante. Par contre, on a une culture extrêmement déresponsabilisante de dire « Ah non, mais Mskin, tu vas pas le virer parce que bon, à la fin, ça fait 20 ans qu'il est là. » Oui, mais si ça fait 20 ans qu'il fait du mauvais travail, il serait peut-être temps. Mais pour revenir à la notion de est-ce qu'il faut ou il faut pas, je crois que, en fait, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il y a eu deux choses qui se sont passées qui sont fondamentales. La révolution des technologies, de l'information et de la communication et la mondialisation. Ce qui fait qu'on est dans un cycle d'accélération permanent de la compétitivité mondiale. Donc aujourd'hui, qui dit super compétitivité, en plus ça, on est en train de parler donc d'une évolution vers les économies donc du savoir, de l'intelligence et de l'information. Donc on est en train de parler de ressources humaines de plus en plus exigeantes, de plus en plus compétentes, qui demandent de l'engagement, qui demandent des responsabilités beaucoup plus tôt, qui demandent d'avoir du sens dans leur carrière. Et en plus de ça, on est dans cette logique où, regardez un petit peu tout ce qui s'est passé avec la RSE aujourd'hui, donc la responsabilité sociale des entreprises. C'est cette notion de transparence. Maintenant, on sait ce qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, on commence à parler de ce qu'on appelle la social license to operate. On va se faire taper dessus si on fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc je pense que, vu cette réalité, vu l'agilité qui est demandée, vu le niveau de responsabilité qui est demandé dans une organisation dite verticale, même si la notion d'horizontale ne me plaît pas, parce que j'ai vu beaucoup d'organisations en râteau qui étaient totalement dans un système autoritaire malgré tout, ont besoin d'évoluer vers des organisations, j'ai envie de dire, à plus forte responsabilité locale. D'accord. À tous les niveaux. Mounia Benhida. Sur cette notion de conduite du changement, on a mené une étude l'année dernière avec notre partenaire Ipsos, auprès de plus des 100 plus grandes entreprises ici au Maroc. Et en termes de conduite du changement, le changement aujourd'hui, quand on l'entend, comme disait Leït, il est nécessaire. Simplement, ensuite, il y a le changement qui est subi, et là, qui a des conséquences, des impacts. Il y a le changement qui est voulu. Mais malgré ça, les dirigeants vont rencontrer certaines difficultés. Première difficulté, c'est la notion du temps. On veut qu'un changement aille vite, on veut des résultats rapidement. Par moment, il faut se donner le temps du changement. Alors on va voir quels sont justement les grands changements qui peuvent rendre difficile le management aujourd'hui de manière générale, mais d'abord toujours Mehdi Taktak, directeur général d'Univer Motors, toujours par rapport à ces notions de management à la verticale et à l'horizontale. Oui, il y a quelque chose qu'on a un petit peu oublié ici, c'est qu'au final, tout ce qu'on fait en tant que dirigeant, qu'on manage, etc., c'est de servir un client final. Et comme disait Leït, aujourd'hui, il y a tous les changements que l'on connaît, mais même le client final est devenu beaucoup plus averti. Il s'attend à être servi d'une manière complètement différente et il se compare à ce qui se passe partout. Et donc, à nous de mettre en face l'organisation qu'il faut pour que le client final soit aussi satisfait en étant servi ici qu'il pourrait l'être ailleurs, ou bien il peut même comparer le service d'une entreprise bien organisée avec une entreprise moins bien organisée. Et donc, c'est lui, au final, qu'il faut servir. Vous pensez que le client, aujourd'hui, peut être juge de l'organisation d'une entreprise au-delà du bien de consommation ? Absolument, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. Et c'est primordial dans les entreprises. Smaël Septi, directeur général de WBC. Je vais réagir par rapport à ce point-là. Aujourd'hui, les clients, nos clients sont les raisons d'être de notre entreprise. Et nos équipes sont sensibilisées à cette question-là. Et au-delà, on parlait tout à l'heure de l'enjeu pour chaque membre de l'équipe. Il y a aussi l'enjeu pour l'entreprise WBC et puis il y a l'enjeu pour nos clients. Et systématiquement, ce sont ces trois enjeux qui sont partagés au sein de l'équipe pour définir le besoin d'action et pour que les gens se mobilisent autour de cette problématique-là. Donc je suis complètement d'accord avec Mehdi quand il dit que le client est au centre et aujourd'hui on a des retours de nos clients sur notre organisation. C'est des choses sur lesquelles nous on est à l'écoute et c'est toujours forcément très utile. Concrètement, on vous dit quoi par exemple ? Que telle ressource est particulièrement appréciée ou pas, que la façon dont, quand on a positionné des gens en middle management, c'est des choses qui ont été appréciées, pour lesquelles on a eu des retours. On a des clients qu'on accompagne sur la durée et qui nous connaissent bien et qui ont vu l'évolution de l'entreprise, parce que c'est le deuxième point auquel je voulais arriver, qui ont vu l'évolution de l'entreprise. Tout à l'heure, vous avez parlé de changement. Alors nous, on est dans le changement perpétuel parce qu'en fait, à chaque fois que l'entreprise elle a doublé d'effectifs tous les ans depuis 5 ans, et donc à chaque fois qu'une entreprise grandit et qu'elle évolue, on a une vision qu'on essaie de partager et donc on recrute en conséquence.
Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé de changement. Alors, effectivement, moi, j'ai pas eu cette problématique-là du changement. Je l'ai eu dans ma vie passée. Mais j'ai plus une problématique de recrutement et de gestion des ressources humaines, de manière à ce que les personnes que je recrute au sein de mon équipe viennent se fondre dans la culture d'entreprise, viennent se fondre au sein de l'équipe, les gens avec lesquels je travaille, et viennent aussi répondre à des besoins opérationnels. Là, vous dites que c'est plus ça votre souci ? C'est pas un souci, c'est ma réalité. C'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Quand je recrute quelqu'un, je faisais passer 2 entretiens ce matin. C'était trois choses que je jugeais quand je recrutais les gens. C'est 1, leur capacité à produire, 2, leur capacité à s'intégrer dans la culture d'entreprise, et 3, leur capacité à pas me mettre la zizanie dans l'équipe. Mounia Benhida. C'est vrai qu'aujourd'hui, une des priorités des managers, et je reprends votre cas, c'est de développer l'agilité chez leurs collaborateurs. Trouver les bonnes ressources, effectivement, c'est une chose, parce qu'aujourd'hui, en termes de formation, d'expérience, le marché marocain peut donner de très beaux profils. Mais ensuite, qu'en est-il des soft skills, des comportements de la personne, sa capacité, effectivement, à s'adapter, à intégrer une culture d'entreprise et à apporter sa contribution, sa richesse, parce qu'une culture d'entreprise évolue, effectivement, avec l'histoire. Vous, entre le moment où vous avez créé votre structure et aujourd'hui, votre culture a évolué. Absolument. Mais vous disiez aussi tout à l'heure que finalement ça tenait aussi du manager, la capacité à faire émerger des talents, à faire en sorte que les compétences soient démultipliées. Effectivement, aujourd'hui, un manager va être soucieux effectivement de sa productivité, de ses marges, et il ne peut y arriver effectivement que si, au fur et à mesure que se développe son marché, que se développe son organisation, son business model, il y a une évolution des compétences. Il y a un transfert de savoir-faire, il y a un partage aussi d'expérience dans l'entreprise. Il faut aussi penser à la relève. Ismaël Sebti, WBC. Vous posiez la question tout à l'heure de savoir si les méthodes de management avaient évolué en fonction des industries. Nous, elles ne peuvent pas avoir évolué dans notre industrie, puisque notre industrie est nouvelle. Donc, la plupart des métiers pour lesquels on recrute aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. Il y a une étude qui avait été menée par mon école qui avait mené une étude sur les emplois voulus par les étudiants, et dans le top 10 des emplois voulus par les étudiants qui sont sortis de promo en 2015, dans la promo 2015, 6 emplois n'existaient pas quand moi je suis sorti de l'école en 2004. Donc si vous voulez, 2002. Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sur des métiers qui sont nouveaux. Donc, quelque part, les méthodes de management ne peuvent pas avoir évolué parce qu'elles se créent au fur et à mesure dans notre industrie. Et aujourd'hui, il est indispensable pour nous de recruter des personnes qui vont fonctionner avec notre culture d'entreprise, alors qui est voulue, qui est quelque chose qui est travaillé et sur lesquels on a vraiment une vision qui est assez claire, et on essaye de choisir des gens qui sont dans cette ligne-là. Juste une dernière chose, nous avons fait rentrer, il y a des actes de management qui sont plus plaisants que d'autres. Parmi celui qui me plaît le plus, c'est le jour où je signe la demande d'inscription d'un employé à la CNSS. C'est quelque chose que j'ai fait à 17 reprises depuis la création de mon entreprise. Et c'est quelque chose, donc ce sont des gens qui rentrent chez nous, qui sont sortis d'école, qui n'ont pas d'expérience professionnelle, et donc quelque part nous avons une responsabilité sociale de les accompagner dans la vie professionnelle, de leur donner des méthodes, de leur donner des lignes directrices. Et l'autre fois, quelqu'un me disait, on travaille pas avec des Allemands. Non, on travaille pas avec des Marocains, mais on travaille avec des Marocains. Mais notre volonté à nous, c'est de leur donner une façon de travailler qui est aux standards internationaux. Et ça fait partie de la responsabilité de l'entreprise et de l'entrepreneur. Alors, on va voir ce que ça implique de travailler dans un environnement marocain, notamment comme la plupart d'entre vous. On a travaillé à l'étranger, mais d'abord, Leïd Znibel. Je voudrais rien que rebondir sur ce qu'a dit Ismaël à l'instant, où effectivement, je crois qu'il a touché aussi à un des rôles importants du manager dirigeant, et notamment du manager dirigeant dans une petite entreprise ou dans une start-up, en tout cas une qui n'a pas encore énormément d'histoire, c'est celle qui est de créer sa culture. Parce qu'à la fin, il faut effectivement recruter pour qu'il y ait une certaine cohérence, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure, mais si on n'a pas cette vision, si le dirigeant n'a pas donné la vision de ce qu'il voulait faire de cette entreprise, donc ce que ça impliquait en termes de valeur d'entreprise, en fait, cet exercice-là de recruter par rapport à un fait n'est pas possible. Et c'est aussi quelque chose qui, aujourd'hui, manque encore. On a l'impression qu'une vision, encore une fois, c'est un morceau de papier avec quelques petites choses. Et je pense que de l'avoir fait et de le faire, notamment à ce stade de l'entreprise, est essentiel. Et je pense que c'est une des activités, non pas une des qualités
très importante d'un manager dirigeant. Mounia Benhida, spécialiste en coaching. C'est là où effectivement on revient sur cette notion de client. Pour pouvoir satisfaire un client externe, pour pouvoir répondre à l'ensemble de ses exigences et être très réactif par rapport à ça, il faut d'abord avoir en interne satisfait notre client interne en tant que dirigeant. Et c'est qui le client interne ? Le client interne, ce sont tous les collaborateurs. Pour un dirigeant, ce sont d'abord tous les collaborateurs. D'accord, donc il faut d'abord satisfaire le client interne avant de satisfaire le client externe. Et quand externe. Je dis satisfaire, je ne suis pas sur un niveau de rémunération, de promotion. Satisfaire un client interne, on le voit dans les dernières études qui ont pu être faites par des grands cabinets, que ce soit au Maroc, à l'international, s'il y a un taux de turnover dans une entreprise, ce n'est pas une question de salaire. Puisqu'aujourd'hui, les salaires sur le marché sont quasiment tous alignés. La personne va partir, d'abord, selon la qualité de la relation qu'elle a avec son manager. Deuxièmement, est-ce qu'elle est responsabilisée ou pas ? Est-ce qu'elle peut réellement exercer ce pourquoi elle a été recrutée ? Troisièmement, est-ce qu'elle a une visibilité sur son développement ? L'entreprise se développe, comment elle aussi va être accompagnée pour se développer conjointement avec l'entreprise. Alors, ça me fait penser justement à une étude qui s'est faite en 2014, mais ça concerne la France. Je n'ai pas trouvé de chiffres pour le Maroc, vous en avez peut-être justement, Mounia Benhida, qui disait qu'en 2014 en France, il n'était que 19% des salariés à être satisfaits de leur boss. Ça fait pas beaucoup. Est-ce qu'on a des chiffres, des tendances pour chez nous au Maroc, Mounia Benhida ? Les chiffres que j'ai sont ceux en fait qui résultent des enquêtes de satisfaction qui sont menées au sein des entreprises. Je ne pourrais pas les partager avec vous concrètement, mais dans les tendances. Dans les tendances, effectivement, on est un peu plus. Au Maroc, on a, si vous voulez, la France, n'oublions pas, est un modèle collectif individualiste. C'est l'individu qui prône. Au Maroc, nous sommes quand même dans des systèmes où le collectif a une grande importance. Cette relation, cette synergie. Le fait même qu'un manager s'arrête prendre un café avec ses équipes, des jeunes, qu'il y ait des moments festifs dans l'année qu'on partage, crée du lien, effectivement. Il y a aussi ce côté émotionnel qui existe au Maroc, qui va faire effectivement que la satisfaction est différente. Par contre, ce qui ressort aujourd'hui au Maroc, c'est que les collaborateurs des entreprises sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs managers. Avant, l'exigence allait du management vers les collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, on est aussi dans une tendance, vous avez parlé des nouvelles technologies. Et ce malgré les chiffres du chômage qui sont élevés. Je ne ferai aucun commentaire sur les chiffres du chômage parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est assez biaisé comme la façon dont c'est abordé. Aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui, effectivement, ont des postes à pourvoir, mais ne trouvent pas forcément les compétences. Ça, c'est une chose, parce que quelle est la problématique de la formation professionnelle au Maroc et autres. Autre problématique, le chômage. Oui, on peut rencontrer du chômage, effectivement, quand des entreprises ne veulent recruter que des confirmés ou des seniors. Qu'est-ce que nous faisons de ces jeunes lauréats qu'il faut accompagner, qu'il faut former ? Il faut aussi penser à cette démarche-là. Et pour en revenir donc aux tendances au Maroc vis-à-vis de la relation qu'on entretient avec son boss, je disais que 19% seulement étaient satisfaits de la relation avec leur boss en France. Au Maroc, c'est un peu plus. C'est plus élevé. C'est plus élevé. Oui, aujourd'hui, c'est plus élevé. C'est une tendance qui est en train d'évoluer. Oui, allez-y, Lady Neighbor, vous voulez réagir là-dessus ? Très rapidement, simplement pour dire qu'au Maroc, je pense que c'est pas comparable à un système français pour une raison très simple. C'est qu'au Maroc, le corollaire au management autoritaire est aussi un management paternaliste. Et très souvent, effectivement, vous allez voir des employés qui sont très contents du côté paternaliste de leur employeur, enfin de leur manager, pardon, mais qui le sont simplement parce que voilà, on est dans cette habitude par la force culturelle. des choses. Ils le sont aussi par la force des choses. Ils le sont par la force des choses, mais parce qu'on est dans cette culture, on se dit il est sympa avec moi, il m'a aidé pour l'Aïd ou je ne sais trop quoi. Mais finalement, est-ce que c'est un bon manager ? C'est pas nécessairement le cas. Ensuite, je pense qu'un manager où tout le monde est content de lui, je pense que ce serait un très mauvais manager. Parce qu'à la fin, si tout le monde est content, c'est que vous n'avez pas suffisamment sélectionné, vous n'avez pas suffisamment poussé. Et quand on est sur cette ligne un petit peu d'équilibre entre la pression saine, on va dire, et le laisser aller, on ne peut pas être parfait avec tout le monde. D'accord, on va revenir quand même à l'environnement marocain. Mais d'abord, Mehdi Taktak, directeur général d'Univers Motors. Tout à l'heure, vous vouliez différencier la fonction du top manager et puis du manager intermédiaire. Est-ce que justement, avec la crise,
Souvent, on a vu, ça s'est vu un petit peu dans toutes les entreprises, que les hauts dirigeants aient dû justement donner des coups de barre. Et certaines études ont montré que les managers intermédiaires, eh bien, ce sont eux qui subissent de plein fouet finalement les turbulences, le fait qu'on ait donné une autre orientation, ou qu'on ait pris ou que le top manager ait pris des mesures radicales. Est-ce que le manager intermédiaire, c'est souvent celui qui a le mauvais rôle? Pas nécessairement. Pas nécessairement. De par mon expérience, ils ont un rôle extrêmement important parce que c'est la courroie de transmission entre les dirigeants et les personnes qui sont gérées par ce middle management. Et quand on doit serrer la vis ou bien prendre des décisions difficiles, on les prend en collaboration avec ce middle management. D'accord. Donc ce n'est pas eux qui en particulier subissent ces difficultés. Mounia Benhida. On va trouver effectivement un middle management qui subit ce mauvais rôle quand on a un top management qui est coupé des collaborateurs. Exactement. La responsabilité, pour moi, revient au top management. D'accord. Oui, vous voulez réagir, Smail Sebti? Juste WBC. très brièvement, à partir du moment où on parle de responsabiliser les middle managers, on va les responsabiliser aussi sur le côté désagréable du management. Ça fait partie des choses, mais il faut pas que le chef d'entreprise ou le top manager se défausse de ses responsabilités. Et donc quelque part, effectivement, on doit laisser une part de responsabilité au middle management, mais c'est au chef d'entreprise de prendre les décisions les plus impactantes. Reda Chahoud, cofondateur de Startupia, vous voulez réagir là-dessus? En fait, pour l'instant, moi, dans le micro, s'il vous plaît. Oui, pardon. Pour l'instant, moi, on n'a pas de middle management au sein de notre organisation, si ce n'est parce qu'on a quand même une équipe de 30 personnes. Donc, vous n'avez pas ce problème-là? On a quand même une équipe de 30 personnes, mais chez nous, en fait, pourquoi je vais juste revenir sur un certain nombre de points puisque j'ai pas pris la parole. C'est en termes de leadership, il faut savoir que chez nous, on ne peut pas dissocier les deux. Par exemple, le leadership et le management et le management. Pourquoi? Parce que on a géré dès le début, on a pris la décision de gérer des volontaires avant de les recruter par la suite. Donc du coup, c'est extrêmement difficile de pouvoir convaincre on a fait ce choix-là parce que pour nous, c'était stratégique. Il fallait trouver des pépites, il fallait trouver des talents pour pouvoir les recruter par la suite et surtout les responsabiliser. Alors, ce qu'on a découvert, c'est que juste pour revenir à tous les points qui ont été discutés par rapport à la formation, par rapport à un certain nombre de choses qu'il y a du chômage et que les dirigeants ne trouvent plus de talents pour pouvoir les recruter, etc. Et nous, on est parti sur le terrain, on a des opérations sur 10 villes et on s'est rendu compte qu'il y a des profils qui n'ont pas un CV très séduisant, on va dire, mais par contre à partir du moment qu'ils travaillent, qu'ils sont dans l'action, ils deviennent des super managers parce que du coup eux-mêmes on les responsabilise, on leur montre, on les chapeaute un petit peu pour que eux-mêmes gèrent des équipes, des antennes de Startupia dans les autres villes et du coup on a découvert en eux des potentiels de managers qui sont extrêmement importants. Maintenant, c'était juste ça entre parenthèses. Maintenant, pour revenir juste au middle management, par rapport à une autre expérience que j'ai eue, je rejoins exactement le point que vous avez évoqué. Parfois, le middle management prend de plein fouet les conséquences des orientations du top management Absolument. Pourquoi? Parce que du coup on devient surtout dans les PME, on va dire, où il n'y a pas des processus qui sont ancrés, des processus de gestion qui sont ancrés, etc. Enfin, que c'est un peu, il y en a plein. Hein, le tissu économique on va dire pas que au Maroc. En général, au Maroc, c'est plus de 90% de petites structures. Et ce qui se passe, c'est que un manager, il va prendre de plein fouet quand ça va pas parce que il n'est pas responsabilisé, il manque d'autonomie, il n'a pas un certain champ d'action qui lui permet d'évoluer et d'aider l'entreprise à évoluer par conséquence. Lady Nieber, fondateur et PDG de RNE for Impact, on le rappelle. Est-ce qu'avec la mondialisation, la notion de management interculturel, ça a encore du sens? Est-ce qu'il y a comment dire, un management pour chaque pays ou pour chaque région?
Sacrée question. En fait, moi, je fais référence aux cours qu'on avait avant, à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, de management interculturel. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser justement en ces termes de management interculturel? Je pense qu'aujourd'hui, le management interculturel, c'est la base. Je pense qu'aujourd'hui, de toutes les manières, prenons d'ailleurs même un pays comme le nôtre, qui est multiculturel, qui font qu'on a des gens qui ont fait un cursus international aux États-Unis ou en France, qui côtoient des gens qui ont fait un cursus marocain, mais d'études universitaires, et ensuite ceux qui ont émergé du terrain. On est déjà dans une réalité multiculturelle qu'il faut gérer dans le quotidien. Donc, alors voilà la question plus précisément. Vous le disiez il y a un instant, il y a beaucoup de managers marocains qui sont formés à l'étranger, qui ont même travaillé à l'étranger avant de revenir au Maroc. Pour la plupart, c'est ou la France ou les pays anglo-saxons, les États-Unis, la Grande-Bretagne par exemple. Au retour au Maroc, comment se caractérise l'adaptation à l'environnement marocain quand il s'agit de management à l'anglo-saxonne et management à la française? Vous avez par exemple travaillé en France? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis, voilà, aux États-Unis. Alors, est-ce que vous avez pu vous adapter à l'environnement marocain d'abord? Alors oui, j'ai pu m'adapter à l'environnement marocain. Là, je ne peux parler que de mon expérience. Oui. Et effectivement, en fait, c'est vrai que quand on arrive d'un environnement de très grosses boîtes de conseil aux États-Unis, où vous travaillez pour des multinationales qui vous payent une fortune pour travailler des heures pas possibles, et vous arrivez au Maroc, le choc culturel est fort. Et quand j'entends de choc culturel au Maroc, c'est pas tellement finalement ce qu'on a tendance à dire, on ne travaille pas bien ou autre. C'est simplement le côté effectivement émotionnel, et surtout quand on vient du système, en tout cas anglo-saxon, qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé au Maroc et que j'ai présenté aux dirigeants des différentes filiales du groupe le programme de restructuration de la gouvernance du holding. On vous a regardé avec des grands yeux? En fait, au Maroc, je ne connaissais pas, parce que j'avais quitté tellement jeune le Maroc. Je ne connaissais pas la notion, Chouma, on ne dit pas non, les choses comme ça se dit à part, etc. Et je n'avais pas compris que finalement, au Maroc, la relation était d'abord émotionnelle, personnelle, avant de devenir professionnelle. Et c'est un petit peu ce que disait Smaïl tout à l'heure, Mehdi tout à l'heure, qui disait il faut être proche sans être trop proche. Et c'est là, effectivement, que j'ai compris, mais j'ai compris sur le terrain, qu'il fallait développer cette proximité qui était beaucoup plus importante. Alors qu'aux États-Unis, c'est vrai qu'à la fin, en fait, quand vous payez et que vous êtes seulement analyste senior 200 ou 300 euros de l'heure, je peux vous dire que vos clients, ils vous écoutent, et ils vous écoutent au quart de seconde parce qu'ils savent que chaque seconde supplémentaire vous coûte très très cher. Au Maroc, il n'y a pas ça. Donc c'est vrai que ça s'apprend. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui serait vrai si j'étais passé de l'Allemagne à la France, ou si j'étais passé de la France aux États-Unis, ou simplement la manière d'écouter n'est pas la même. Et je pense que quand je disais tout à l'heure aussi la notion d'exemplarité, mais visible, il faut qu'elle soit visible dans un contexte culturel adapté. Parce que dans certains endroits, le fait que quelque chose soit écrit sur un morceau de papier, c'est suffisant. Pour d'autres, on a besoin d'être en présentiel. Et pour d'autres, j'ai envie de vous dire, au Maroc, je me souviendrai toujours, une des filiales sur lesquelles on est en train de faire un gros projet de restructuration qui était en difficulté, la surprise pour moi, c'est que la chose s'est transformée de manière positive au moment où j'ai été excédé, que je suis descendu, que j'ai parlé avec l'ensemble des employés en train de crier. Et là, les gens se sont dit « Ah, mais finalement, ils s'inquiètent pour nous, pour de vrai. » Donc voilà, alors, c'est pas finalement, je pense pas qu'ils se sont dit « Ils s'inquiètent », c'est surtout que vous avez tapé du poing sur la table. Je pense que c'est ça qui Non, c'est qu'en fait, il y a eu un côté humain qui est apparu, alors qu'avant, pour eux, c'était « oui, mais bon, c'est le côté corporate, bon, le gars, il est bien, mais à la fin, c'est distant. » Là, il y avait un côté humain. Le manager avait été déshumanisé en quelque sorte, et il est redevenu humain, non pas parce qu'il a été proche et qu'il a fait quelques événements et qu'il y avait un dîner, etc., mais parce que justement là, il n'a pas organisé quelque chose, il est descendu, il nous a parlé directement, et en plus ça, il nous a parlé qalbo, comme on dit, et ça, c'était quelque chose d'important. Mounia Benhida. Effectivement, j'ai eu la chance, effectivement, durant mon parcours en tant que coach aussi, de pouvoir travailler à l'international. Mes plus belles expériences, j'ai envie de vous dire, c'est au Maroc que je les ai faites. Parce que c'est la surprise de l'humain à chaque fois. Quand on est dans... Je suis aujourd'hui, après tant d'années, mais je peux être encore surprise comme si c'était le premier jour. Ne jamais oublier qu'en face et avant tout, on a de l'humain. Mais est-ce que vous dites ça parce que vous êtes marocaine? Vraiment, est-ce que vous le pensez vraiment?
J'ai passé plus de la moitié de ma vie, en fait, à l'étranger avant le Maroc. J'ai cette chance de me dire, moi, je suis quelqu'un, en fait, un enfant de l'international. Mais aujourd'hui, au Maroc, c'est une complexité qu'on a. Alors, c'est quoi ces belles surprises dont vous parliez concrètement, par exemple ? Ces belles surprises parce que les hommes et les femmes qui travaillent en entreprise, quand on prend la peine de leur parler un langage, Leït parlait effectivement, lorsqu'il est descendu, je suppose qu'il a parlé un discours direct, avec des mots qu'ils peuvent comprendre, de parler d'Arija, des fois tout simplement, de dire des choses vraies, de les dire avec l'émotion, qu'on ne s'autorise pas sous d'autres cultures. Nous, ça fait partie de notre identité. De savoir aussi, alors cette émotion, bien entendu, doit être canalisée. Il ne s'agit pas de tomber non plus dans le système où on va insulter les gens, on va les malmener. C'est dire les choses vraies à un moment donné, mettre les gens face à leurs responsabilités. Arrêtons de considérer, n'est-ce pas, que ce sont des personnes qui attendent juste qu'on leur donne des ordres. Non, c'est des personnes qui peuvent aussi avoir une conscience. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des personnes, ça faisait 25 ans qu'ils faisaient le même job. Et leur patron disait, mais il n'y a rien à en attendre. Le jour, effectivement, ces personnes ont été accompagnées aussi, on leur a donné du temps. Moi, les plus belles récompenses que j'ai pu avoir, c'est quand à une fin de journée, une personne qui a 25 ans de boulot, qui vient me prendre, rien à en attendre. Le jour, effectivement, ces personnes ont été accompagnées aussi, on leur a donné du temps. Moi, les plus belles récompenses que j'ai pu avoir, c'est quand à une fin de journée, une personne qui a 25 ans de boulot, qui vient me prendre dans ses bras, qui me dit « Merci Mounia, tu m'as donné envie de réaimer mon job ». Mahdi Tak-Tak, directeur général d'Univers Motors. Bon, j'ai eu la chance de travailler. Est-ce que ça a été difficile aussi pour vous de vous adapter à l'environnement marocain ? Je rappelle que vous avez travaillé au Venezuela, aux États-Unis, en Algérie. On imagine que c'est différent aussi ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. En fait, la qualité, c'est l'adaptabilité et, comme disait Leït tout à l'heure, l'humilité. Parce que si on arrive dans un environnement nouveau en disant on sait tout et c'est comme ça et c'est pas autrement, on est voué à l'échec directement. Est-ce que pour vous, il y a un modèle, un modèle que vous avez appris à l'étranger qui s'est adapté le mieux à l'environnement marocain ? Honnêtement, c'est un petit peu de chaque ingrédient que j'ai appris dans chaque pays qui permet d'avoir la recette optimale. Et il faut être humble, il faut être proche, mais pas trop. Parce que souvent, ici, on prend de la proximité comme une faiblesse. Alors, ça veut dire quoi être proche, mais pas trop ? Comment on fait ? C'est-à-dire pouvoir écouter, pouvoir discuter avec tout le monde, parce que souvent, les informations les plus intéressantes pour un dirigeant, c'est celles qui viennent du terrain. Donc, quand on est dans l'industrie, par exemple, passer du temps à l'usine, discuter avec des ouvriers, comprendre ce qui va pas, ça va être aussi important que l'information que va vous ramener votre directeur marketing ou votre directeur technique. Et c'est ça la proximité. L'autre proximité, c'est de pouvoir parler avec les gens. Aussi, quand ils ont des problèmes, comme disait Leït aussi, il y a des problèmes personnels, des fois, il faut qu'on puisse partager ça, mais pas trop, parce que quand c'est trop, d'abord, ça devient envahissant, et en même temps, on prend ça pour une faiblesse. Ah, va chez Leït, il est gentil, il te réglera ton problème. Ça, c'est pas possible non plus, sinon on n'avance pas. D'accord. Smaïl Sebti, directeur général de WBC. Vous, par contre, vous avez travaillé en France. Oui, j'ai travaillé 7 ans en France avant de rentrer. Je pense qu'il y a on est de moins en moins dans une logique de management, comment vous avez dit, interculturel, et de plus en plus dans un management, j'allais dire presque individuel. C'est-à-dire donc, est-ce qu'il y a, pour vous, il y a autant de façons de manager que de managers, c'est ça ? Je pense qu'il y a autant de façons de manager que de managers. Après, chacun va se former à sa façon, il va prendre le best-of de ce qu'il trouve dans chacune des cultures, l'appliquer. Alors évidemment, on apprend plus de nos expériences que de nos lectures. Donc forcément, moi je suis empreint de culture de management à la française, même pas de société de conseil internationale, parce que j'ai travaillé dans des cabinets internationaux en France. Et est-ce que ça a été difficile pour vous de vous adapter à l'environnement marocain en toute franchise? En toute franchise, en fait, j'avais peu d'attentes. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis arrivé, on m'avait tellement dit attention, tu vas voir, c'est différent, c'est extrêmement différent, que je me suis dit de toute façon, vois ce qui va venir. Et donc du coup, ça m'a laissé l'opportunité d'avoir des bonnes surprises. Et je rejoins Mounia quand elle dit on rencontre des surprises chaque jour.
Effectivement, On imagine qu'il y a aussi des mauvaises surprises. Oui, mais enfin, vous en avez partout. Vous n'en avez pas qu'ici. Vous en avez partout. Et moi, aujourd'hui, franchement, j'ai beaucoup plus de bonnes que de mauvaises surprises. Et je suis très heureux de cette expérience-là. Si vous permettez, je voudrais juste... Vous avez parlé des différentes logiques de management. Vous avez parlé d'interculturalité. Il y a un des éléments qui est extrêmement important aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, c'est la question de génération. C'est-à-dire que la question du management, des questions générationnelles, et on est en plein cœur d'un bouleversement en ce moment. Tout à l'heure, vous parlez des entreprises qui sont en train d'évoluer, du changement. Il y a des entreprises où il y a des changements de génération. On est en train de parler de la génération du fondateur à la génération des repreneurs. Je pense que Leï, tout à l'heure, parlait de son expérience personnelle, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais on a aussi une question de génération des gens qui arrivent dans le marché du travail. On parle de génération Y, de génération Z. Alors c'est un peu marketing comme c'est du marketing RH, mais c'est vrai qu'on est sur des générations. Vous avez parlé des nouvelles technologies. Ce sont des gens qui zappent rapidement. Moi, j'ai mon petit garçon qui a 2 ans et demi. Quand il est scotché à sa tablette, quand je la lui donne, c'est quelque chose qui est extrêmement, comment dire, hypnotisant. Donc, on veille à pas. Et donc, les jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle, bah, sont comment dire, ont baigné dans ces cultures, dans cette nouvelle technologie. Et c'est un des éléments qui va rentrer dans le management présent, mais de plus en plus dans le futur. Reda Chaoud, cofondateur de Startupia. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire, vous voulez réagir ? J'ai pas eu une grande expérience en France. Enfin, j'ai fait. Mais vous êtes jeune de toute façon. Oui, absolument. En fait, je rejoins un petit peu. Enfin, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit, parce que du coup, j'ai des retours sur ce qui se passe à l'échelle internationale, mais surtout aussi dans les corporates, etc. Et du coup, je vais pas hésiter à le réappliquer sur mes startups. Mounia Benfrida, allez-y, j'ai une question ensuite. Oui, juste un conseil que j'apporte aux personnes que j'accompagne ou que je coach, on a un terme en coaching qui dit à chaque fois on nettoie nos lunettes. Sur chaque situation, avoir un regard neuf sans préjugés. Donc vous parliez de prendre du recul aussi tout à l'heure. Ouais. Donc cette capacité à l'autocritique. Mais comment est-ce que finalement on peut... c'est un luxe de pouvoir prendre du recul, de pouvoir se poser tranquillement. Comment on fait pour pour se dissocier de cette culture d'urgence, parce qu'on a des tâches quotidiennes à faire tous les jours, que ce soit les collaborateurs ou le top management. Aujourd'hui les managers tous les managers ont vraiment les moyens de prendre du recul, comme vous dites? Pas tous, parce que certains déjà n'en ont pas conscience. Ça vient d'abord de la conscience, du besoin, de prendre cette conscience. J'interpelle nos amis ici qui sont dirigeants. Est-ce que, objectivement, trouver un quart d'heure pour soi de réflexion, est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas faisable chaque jour? Alors, Leï Zniber. Alors, si, bien sûr, c'est totalement faisable. Non, mais sérieusement, quand on est pris dans le tourbillon des tâches quotidiennes, quand on dirige des grosses boîtes, je vais poser par exemple la question à Mehdi Tac-Tac. Honnêtement, vous avez le temps? Non, honnêtement, ça dépend. dépend. Je vous redonnerai la parole. C'est vrai qu'on est souvent dans l'urgence. C'est vrai qu'on a des objectifs à atteindre et qu'on est concentré là-dessus. Maintenant, on a la chance d'avoir des conseils d'administration plusieurs fois dans l'année. Et à ces moments-là, c'est le moment où on peut prendre un petit peu de recul pour essayer de voir déjà ce qu'on a accompli, de voir le chemin qui reste à accomplir et surtout la manière de l'accomplir et quels sont les changements à donner. Mais je suis un petit peu d'accord avec Mounia, ça arrive rarement. D'accord. Leï Zniber, fondateur et PDG de Denere for Impact. Denere for Impact. Allez-y. Je pense qu'effectivement, c'est plus une notion de conscience de l'importance de la chose qu'une notion d'avoir le temps ou pas le temps. Très franchement, j'ai dirigé un groupe qui avait une vingtaine de filiales, qui avait plus de 6500 employés, 5 grosses divisions. Et vous aviez le temps de souffler et de vous appuyer sur votre dossier, de vous dire... J'ai envie de vous dire, au début, non. Mais en fait, au début, non, parce que je n'avais pas conscience de l'importance de le faire. Et donc, effectivement, en fait, vous êtes dans ce cycle où vous avez l'impression qu'il faut être là tout le temps. C'est simple, moi, pendant les 3 premières années, je crois que j'ai dû prendre une semaine de vacances tous les ans et demi. Alors, bien sûr, qui était complètement ridicule aujourd'hui quand j'y pense. Et il a fallu que je réussisse, pour des raisons de santé, à prendre 3 semaines de vacances pour me rendre compte de l'importance de le faire. Parce que ça vous donne, en fait, si vous voulez, en prenant votre temps, vous gagnez du temps.
Parce qu'à force d'être dans cette urgence permanente, vous perdez la chose la plus importante d'un dirigeant, c'est cette notion de clairvoyance. Alors quand je dis clairvoyance, on s'entend de simplement voir les choses clairement. Oui, c'est pas dans la notion de voyant. Voilà, on ne sait jamais. Pour vous permettre justement de bien orienter les choses, de prendre ce recul nécessaire. Et ensuite, quand on se rend compte des choses, si vous n'êtes pas capable de prendre un quart d'heure, c'est que vous avez 2 problèmes potentiels. Un, votre orgueil ne vous le permet pas, et à ce moment-là, arrêtez de vous prendre au sérieux et prenez-le. Soit vous êtes tellement mal organisé que vous faites des choses que vous ne devriez pas faire. Si vous êtes dirigeant, prenez le temps de diriger. Ismaël Sebti, WBC. Si vous remarquez, Mounia et Leït ont utilisé tous les deux des mots. Mounia a parlé de nettoyer ses lunettes et clairvoyance. Voilà. Et Leït a parlé de clairvoyance. La vision est quelque chose et la vision là dans le sens vision de long terme est quelque chose d'indispensable. Et de la rafraîchir régulièrement, c'est quelque chose qui est une nécessité. Je suis quelqu'un qui a longtemps été la tête dans le guidon en permanence et j'avais la chance d'avoir un associé qui de temps en temps me mettait un bâton dans le vélo pour me mettre par terre et me dire attention Smaïl, là tu fonces tout droit et tu regardes pas, il y a un mur qui arrive en face, il vaut mieux tomber tout de suite. Et donc l'avantage, c'est la chance que j'ai eue de travailler avec Saïd, de pouvoir échanger avec lui sur ces problématiques-là. Lui pour le coup c'est quelqu'un qui a une vision plutôt plus satellitaire et c'est quelque chose qui est très utile pour un manager d'avoir cette problématique-là, de prendre le temps. Et effectivement, la phrase de prendre le temps de gagner du temps est tout à fait à propos. Mounia Belhida, pardon. Moi, il m'arrive des fois dans des séances de coaching face à ces problématiques, effectivement, de dirigeants que moi-même j'ai pu avoir à un moment donné, la course au temps. Chaque fois, vouloir faire plus vite, en faire plus. Je pose une question toute simple. Est-ce à moi de faire ceci maintenant ? Juste qu'un dirigeant, un manager se pose la question à un moment donné, si c'est vraiment sa valeur ajoutée, d'agir à ce moment-là sur ce dossier-là. Et souvent, cette petite question peut permettre une prise de recul, de se dire, mais non, mais j'ai des collaborateurs qui sont là pour ça, ma valeur ajoutée, elle est ailleurs. D'accord. Une question qui s'adresse à tous les managers qu'on a justement autour de la table. Est-ce que parfois vous vous sentez pris entre 2 feux avec d'un côté il faut effectivement concrétiser des objectifs que vous avez fixés ou qui vous ont été fixés et puis de l'autre côté dans le même temps prendre en considération les récriminations des salariés. Mehdi Taktak, directeur général d'Univer Motors. Est-ce que vous avez ce sentiment-là des fois? Pas tellement les récriminations des employés qui m'empêchent d'atteindre les objectifs, on va dire. Mais disons que des fois, on se rend compte dans une entreprise que l'équilibre des efforts n'est pas bien réparti. Et qu'il y a des personnes à qui on en demande trop et des personnes qui en font pas assez. Et c'est plutôt ce genre de situation qu'il faut essayer de régler régulièrement pour que on avance plus vite. Exactement. Leït Zniber. Alors pour moi, c'est un petit peu différent parce que j'ai eu la chance d'un côté de diriger le groupe familial et maintenant de diriger ma propre entreprise et donc et d'accompagner une multitude de startups. Je pense que, en tout cas, pour moi, la difficulté était plutôt de réconcilier la vision, on veut faire 1 milliard de choses justement, et ce qui est raisonnable de pouvoir faire tout en restant dans le respect de la vie de chacun. Et ça, c'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, c'est un équilibre à trouver au quotidien. Parce que même nous, on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'on était hier et qu'on ne sera demain. On a des besoins qui évoluent, on a des réalités de nos équipes et de nous-mêmes et de notre entreprise qui évoluent. Et donc effectivement, trouver ce juste équilibre, d'ailleurs qui est un problème majeur pour des startups et qui quelquefois se plantent parce qu'elles ont mal géré leur croissance, c'est de se dire à quel point est-ce que je vais vite et à quel point est-ce que je peux me permettre d'aller vite. En quelque sorte, c'est comme si vous étiez un coureur c'est comme si vous étiez un athlète. Et je me dis, est-ce que le marathon, je le fais en 2h30 ou est-ce que j'essaie de le faire en 2 heures, quitte à faire une crise cardiaque juste avant l'arrivée. Et c'est vrai que ça, c'est difficile. Il y a un côté qui vous donne envie d'aller toujours plus loin, il y a un côté qui vous dit, on se calme un petit peu. Mounia Belhida, spécialiste du coaching. On a beaucoup parlé d'esprit d'équipe. Je crois que c'est la première chose qui est revenue au début pour la recette. Qu'est-ce qui fait un bon manager en 2015 ? Souvent, justement, il y a des managers qui ont du mal justement à faire confiance à l'esprit d'équipe sous prétexte qu'il y a
C'est particulièrement vrai au Maroc, je pense, je ne sais pas, vous me direz, sous prétexte qu'il y en a toujours un ou deux qui fait pas grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il m'arrive malheureusement souvent de tomber sur des managers qui parlent de bras cassés. Voilà. On ne peut pas leur faire confiance. Et du coup, c'est les autres qui trinquent, c'est le reste de l'équipe. C'est soit le reste de l'équipe, soit ce sont tout simplement des managers qui ont une problématique de rapport au pouvoir, qui veulent être indispensables, qui veulent rester visibles. D'accord. Mehdi Taktak, vous voulez réagir là-dessus ? Oui, je suis entièrement d'accord avec Mounia. Le diagnostic en fait des équipes est quelque chose de primordial. Et on se rend compte des fois qu'il y a un manager qui a un point de vue sur les personnes qui travaillent avec lui, comme disait Mounia, c'est des bras cassés ou autre chose. Et en vérité, quand on analyse la situation, le problème ne vient pas du soi-disant bras cassé, mais vient du manager lui-même, soit parce qu'il veut montrer que c'est lui qui fait tout et c'est pas le, entre guillemets, bras cassé. Et donc, c'est au dirigeant ou à la personne placée hiérarchiquement au-dessus de ce manager-là à prendre la décision et à faire en sorte de tirer le meilleur du N-1, parce que c'est souvent le cas, c'est souvent un problème de diagnostic du manager. Leïd Zniber et ensuite Mounia Benhida. Leïd Zniber, fondateur et PDG d'Erene for Impact. Alors en fait, je pense que là aussi, il y a une problématique de gouvernance. Ne s'organise pas une équipe juste comme ça. Je sais pas, du lendemain, voilà, on décide, on fait une équipe. Pour manager une équipe correctement, il y a besoin d'avoir de la transparence dans ce qui se passe. Parce que s'il n'y a pas de transparence, il ne peut pas y avoir contrôle, il ne peut pas y avoir délégation de responsabilité. Parce qu'effectivement, une équipe, imaginez-vous une équipe de foot, mais où le goal, soudainement, a envie d'aller marquer un but. Ça ne peut pas marcher. Donc il faut effectivement cette transparence, donc cette maturité du système de gouvernance pour permettre une bonne gestion d'équipe. Et je pense que c'est là, encore une fois, on disait, on a la terminologie, on veut faire certaines choses, mais on ne fait pas les préalables. Et pour moi, le préalable à une organisation horizontale ou en tout cas flexible, agile, etc., c'est d'abord un bon système de gouvernance qui permet d'avoir le maximum de transparence pour que chacun soit comptable de ce qu'il fait vis-à-vis de sa hiérarchie, mais aussi vis-à-vis des autres. Et c'est là où effectivement la notion de hiérarchie change parce que c'est l'équipe qui va le tenir comptable. Mais ça, il faut de la gouvernance au préalable. Et si vous ne mettez pas de gouvernance, à la fin, vous ne pouvez pas gérer ça. Mounia Benhida, spécialiste en coaching. Avoir une équipe, c'est très simple. Comme disait Leïd, on peut avoir une collection d'individus et chacun va aller dans un sens et on n'obtiendra aucun résultat. Si vous me permettez, je vais faire une analogie avec le sport. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le Barça peut être une équipe exceptionnelle, que le Real peut être une équipe exceptionnelle ? Justement, comment on fait pour favoriser l'esprit d'équipe ? C'est le coach qui donne du sens, qui sait reconnaître chacun sa valeur ajoutée, sa contribution. Et au-delà de ça, il faut que chaque membre de l'équipe sache aussi reconnaître les autres membres de l'équipe et reconnaître quelle est leur contribution, qu'il n'y a pas de chasse gardée. Chacun est responsable de résultats à produire, mais qu'ensuite il y a des synergies, que c'est un travail qui doit se faire autour d'un objectif commun. Reda Chaoud, cofondateur de Startupia, par rapport à l'esprit d'équipe. Très sincèrement, pour moi, l'esprit d'équipe, c'est ce qui est primordial à la réussite de l'entreprise. Je vais juste repartir d'un point, c'est que au final, une entreprise, c'est quoi ? Elle est basée sur la production, sur la productivité de ses équipes. Et du coup, juste pour donner une image plutôt globale, il faut utiliser des techniques de management qui vont permettre à ces équipes-là, managers et dirigeants, top management compris, à réussir à relever ces challenges et à réussir à atteindre cette vision-là. Maintenant, juste pour reprendre ce point-là, c'est que pour moi, par exemple, pour Startupia, c'est les équipes, mais tout tourne autour, par exemple, de mes cofondateurs, et après il y a une certaine transmission des valeurs, Oui, des valeurs au sein de toute l'équipe et pouvoir diffuser cet esprit-là et cette culture-là au sein des équipes.
Mounia Benhida, il y a ces dirigeants aussi qui s'inspirent beaucoup des esprits des startups, des géants américains. Je pense à Google, Facebook, Amazon aussi, par exemple. Alors eux, pour faire émerger justement les talents et pour faire se développer les compétences de chacun, ils mettent à la disposition de leurs salariés des cafétérias, des salles de jeu, des espaces de travail qui sont conçus spécialement pour justement favoriser l'émergence de projets, de bonnes idées. Est-ce que vous avez eu affaire à des managers qui pratiquent ça au sein de leurs entreprises, même si moi ça me paraît un peu utopique aujourd'hui au Maroc? Et est-ce que finalement les managers ont vraiment le temps de le faire? Alors pas sous cette forme-là. Soyons réalistes. Au Maroc, en tout cas, de mon expérience dans les différents secteurs d'activité, je n'ai pas vu ça. Par contre, aujourd'hui, comment faire émerger les talents? C'est par l'innovation. C'est par des projets transverses, c'est créer effectivement des challenges en interne pour susciter, faire émerger les compétences. Mais la forme de cafétéria, sport et non, à venir... ça n'existe pas, vous n'avez pas vu moi, venir en tout encore. cas de mon expérience, je n'ai pas vu. Mal, ce petit WBC. Alors, on ne va pas aussi loin que Google parce qu'on n'en a pas les moyens, mais c'est quelque chose qui est dans notre culture dès le départ. C'est-à-dire que la cuisine de WBC est équipée comme chez moi à la maison et les équipes y ont accès tous les jours avec une personne qui est là pour faire la vaisselle derrière eux, pour qu'ils puissent avoir un moment agréable. On a un espace de cafétéria où les gens peuvent venir déjeuner, avoir des pauses régulières. C'est vrai qu'on a créé nos espaces de cette façon-là. On a aussi créé des rendez-vous, alors hebdomadaires, tous les vendredis midi où on déjeune tous ensemble, on fait un couscous au bureau. Alors ça commence à sentir le couscous à partir de 11h du matin et on déjeune tous ensemble depuis 5 ans. Alors c'est pas toujours les mêmes et puis l'équipe a changé et aujourd'hui on fait 2 services, mais c'est un rendez-vous qu'on a créé avec l'équipe qui permet justement de créer du lien et d'avoir un moment qui est un moment convivial et on parle de tout sauf de travail. Et puis on a un dernier rendez-vous annuel. Alors on a la chance d'avoir comme un des plus anciens clients de l'agence le festival Gnawa et je vous invite à nous y rejoindre à la fin de la semaine. Ce qui est un rendez-vous, alors au départ toute l'équipe travaillait dessus, aujourd'hui c'est plus le cas, mais on emmène tout le monde, on y va tous ensemble, c'est une façon de faire un team building, on va tous à Souala, on est tous là-bas et c'est une façon, on ferme l'agence et c'est un moment qui est un moment privilégié pour que justement on dépasse le quotidien du professionnel pour que justement on arrive à atteindre. Alors, les Zniber, finalement, pour terminer, pour boucler la boucle, qu'est-ce qui différencie un bon manager d'un manager ordinaire? On a parlé tout à l'heure de favoriser l'esprit d'équipe, de cette capacité de contrôle, d'autocritique, on n'a pas vu, le slow management, c'est-à-dire que il y a cette nouvelle tendance des managers, justement, vous en parliez un peu tout à l'heure, des managers qui prennent du temps et du recul pour réfléchir à ce qu'ils font. Comment, de manière générale, on différencie un bon manager d'un manager tout court, d'un manager ordinaire? Alors, de le faire simplement, c'est peut-être un peu compliqué, mais j'ai envie de dire un bon manager, pour moi, alors encore une fois, on va différencier entre le manager dirigeant et le manager, on va dire, opérationnel. Les deux ont besoin, effectivement, d'être les fameux développeurs de compétences, donc avoir cette capacité d'écoute. La deuxième notion, c'est effectivement cette notion d'organisateur, de mettre les systèmes en place. On oublie qu'à la fin, une entreprise, c'est fondamentalement un système, sauf qu'il faut y mettre les meilleures ressources. Si vous avez un moteur et que vous mettez une pièce de merde, vous allez avoir un moteur de merde. Et quand on est dirigeant, c'est cette capacité à donner du sens. Maintenant, en termes de compétences personnelles, humaines, on veut dire il y en a 2 fondamentales pour moi, c'est celle que je disais tout à l'heure. C'est cette notion d'humilité, d'abord de savoir se faire sa propre critique, et de prendre ce fameux recul dont on parlait tout à l'heure, et cette notion d'exemplarité. Parce que l'exemplarité, c'est la base sur laquelle on peut construire cette confiance, qui aujourd'hui est la base de tout fonctionnement efficace et efficient d'un système. Mehdi Taktak, directeur général d'Univers Motors, un peu la même chose, mais posé d'une autre manière. Comment est-ce qu'on peut innover en management aujourd'hui? Quelles sont les conditions à mettre en place pour motiver et puis pour rendre les collaborateurs plus autonomes? C'est ce que disait Mounia tout à l'heure, il faut les responsabiliser. Parce que s'ils se sentent responsables, ils savent qu'ils ont une mission à mener et ils vont essayer de donner le maximum d'eux-mêmes. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué,
c'est que depuis tout à l'heure, on est en train de parler d'une relation verticale du haut vers le bas. Oui. Et il faut essayer d'avoir un petit peu de feedback du bas vers le haut. Et il y a des systèmes en RH où, dans la fiche d'évaluation du manager, il y a ce que pensent d'eux les personnes qui sont au niveau inférieur. Reda Chaoud, cofondateur de Startupia. Qu'est-ce qui, pour vous, différencie un bon manager d'un manager ordinaire ? C'est un peu tous les points qu'on a évoqués. Un bon manager, c'est quelqu'un qui a un esprit d'organisation, qui donne de la visibilité à ses employés, c'est plutôt ses collaborateurs, je déteste le terme employé, il faut qu'ils sachent mettre en confiance et soutenir surtout ses équipes parce que de toute façon ils sont dans une optique de développement et il faut qu'il leur octroie l'environnement propice pour ce développement-là. Mounia Benhida. En complément de ce que viennent de dire ces messieurs, pour moi en fait un manager c'est celui qui arrive à être en cohérence entre ce qu'il est, dans son identité, ce qu'il dit et comment il le fait. Et on termine avec Smaïl Septi. Je dirais que c'est quelqu'un qui a une vision, qui sait où il va et qui emmène les autres avec lui. Merci beaucoup à Mehdi Taktak, directeur général d'Univers Motors, d'avoir participé à cette émission d'Avec ou sans parure. On remercie également Reda Chaoud. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Startupia. Mounia Benhida, directrice associée d'Optimum Conseil et spécialiste en coaching, était également avec nous. On remercie Smaïl Septi, directeur général de WBC, et Leïd Zniber, fondateur et président directeur général d'Erené for Impact. Merci à nos auditeurs d'être fidèles au rendez-vous d'Avec ou sans parure. À la réalisation de cette émission, Hicham Abkari, à la production Maj Bouchtou, à Jarberi, Rizlen Zahir. On se retrouve demain à 14h. Ce sera pour un nouveau débat sur Lux Radio. Mais tout de suite, vous retrouvez les après-midi tentations. 20h, Karim Alam Boucher pour les nuits magiques. Et puis moi, je vous dis à demain.